Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à nouveau pour ce quatrième webinaire consacré à la construction du projet stratégique en amont en fait de l'émission du besoin de financement et de la demande de financement, et le tout dans un contexte évidemment extrêmement complexe rendu par cette crise sanitaire. Donc sans plus tarder, je vous propose de démarrer en rappelant qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de financement sans stratégie. Et ça se comprend, mais la réciproque est vraie. C'est-à-dire que la stratégie sans financement est tout simplement inenvisageable par manque de moyens financiers. Donc ça paraît être une évidence, et pourtant, de temps en temps, il faut le rappeler, parce que moi le premier, dans mon parcours, j'ai eu tendance parfois à séparer les deux, à traiter les sujets stratégiques d'un côté, et puis finalement, la question financière de l'autre. C'est une erreur, on va à nouveau le voir ce matin. Toute demande de financement, j'insiste là-dessus, doit être appuyée par un projet qui démontre sa rentabilité à moyen terme. Ça, c'est extrêmement important. C'est un petit peu le fil conducteur de la présentation de ce matin. C'est-à-dire que quel que soit le partenaire financier que vous avez en face, qu'il s'agisse d'une banque, qu'il s'agisse d'un partenaire de haut de bilan, de type investisseur ou fonds d'intervention solidaire, tous ces gens-là vont avoir à cœur deux choses. La première, c'est de comprendre votre fonctionnement et de se faire une idée sur la capacité de votre modèle économique à être ou à devenir, c'est important la différence, rentable. Et deuxièmement, c'est s'intéresser au cash flow, c'est-à-dire finalement au cash que vous allez pouvoir générer à travers votre business model, de façon à se convaincre que l'entreprise sera en capacité de faire face aux échéances de remboursement des engagements financiers qu'il serait prêt à vous consentir. Le financement long, celui que j'appelle structurel, doit financer l'ensemble des besoins de l'entreprise, et on va les rappeler, à commencer évidemment par les investissements, quelle qu'en soit leur nature. J'insiste sur ce point parce que bien souvent, les entreprises considèrent qu'un investissement est forcément matériel, corporel. Ben non, il peut être tout à fait immatériel. Sachez qu'il est des secteurs d'activité. Moi, je viens historiquement de la conception logicielle. Il est des secteurs où l'immatériel représente je dirais, le plus gros des investissements. Et dans ces investissements immatériels, nous trouvons la R&D, c'est-à-dire la recherche interne que l'entreprise va devoir financer. Donc les investissements, c'est tout ça, le corporel, mais aussi l'incorporel. Il y a également le besoin en fonds de roulement. Vous savez, ce besoin de financement qui naît du décalage entre le cash que reçoit l'entreprise et le cash qu'elle doit décaisser pour couvrir ses engagements au niveau des fournisseurs, au niveau des salariés, mais également au niveau des partenaires financiers pour rembourser leurs prêts. On y reviendra. Ce même financement va devoir absorber les besoins de trésorerie à court terme. Ça, c'est essentiel. Lorsqu'on raisonne financement, il faut raisonner moyen terme, de façon structurelle, et il faut englober dans l'expression de ces besoins de financement les besoins de très court terme. Et aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises se retrouvent soit à court de trésorerie, soit à la veille de l'être. Et il est important non pas de se mobiliser dans l'urgence sur ce besoin de trésorerie, mais de l'englober dans une réflexion beaucoup plus structurelle de moyen terme. Alors l'équation, elle est simple, on la rappelle ici. Elle est très simple, mais elle est très évocatrice. La trésorerie, c'est la différence entre deux trucs. La première chose, c'est ce qu'on appelle les capitaux permanents ou les ressources stables. Ça, tout le monde le comprend. C'est-à-dire l'argent qui est mis à disposition de l'entreprise à long terme. Ça, c'est le premier facteur. Et on soustrait de cette masse financière justement ce fameux besoin en fonds de roulement. Et la différence des deux va nous donner la trésorerie. Cette différence entre les capitaux permanents, qui sont représentés par les capitaux propres, les fonds propres, mais également les dettes à long terme, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, la différence entre ces capitaux permanents et les immobilisations nettes, c'est-à-dire les investissements que vous avez au bilan
et qui, à l'instant T, ont déjà commencé à être amortis, donc leur valeur nette, et bien la différence représente ce fameux fonds de roulement. Et vous voyez que cette équation, elle est très éloquente, puisqu'il faut toujours veiller à ce que notre fonds de roulement soit supérieur à notre besoin en fonds de roulement, sans quoi nous nous orientons vers une position négative de la trésorerie, qui n'est pas confortable. Alors, je vous propose de faire un petit tour d'horizon des instruments financiers structurels. Je vous ai fait un petit schéma qui représente ce qu'on appelle communément le haut de bilan. Sur la gauche de ce schéma, vous avez à l'actif eh bien, le patrimoine immobilisé de l'entreprise, c'est-à-dire son outil de production. Tous les investissements qu'elle a réalisés, exprimés en valeur nette du moment, ça c'est ce qui représente son actif immobilisé. Et pour financer cet actif, eh bien, elle a de l'autre côté, au passif, côté droit du tableau, nos fameux capitaux permanents, avec d'une part les capitaux propres, il s'agit du capital social, il s'agit aussi des réserves, c'est-à-dire l'accumulation des résultats dégagés au fil des années et dont une bonne partie, au niveau des scopes c'est souvent 50%, sont mis en réserve. Et puis ces fonds propres vont venir être consolidés par ce que j'appelle des fonds externes. Alors là, on le détaillera tout à l'heure, par un certain nombre d'outils, des emprunts bancaires classiques, mais également des emprunts obligataires qui sont un petit peu plus spécifiques. Et vous voyez que dans mon schéma, c'est pas une erreur, ma colonne de droite, ma colonne du passif, est supérieure, est plus importante que ma colonne de gauche. Et la différence, eh bien, c'est notre fameux fonds de roulement. Ici, je suis sur une structure financière qui est saine, puisque je dégage un fonds de roulement positif. J'ai veillé à ce que mes capitaux permanents, c'est-à-dire mes fonds propres et mes dettes structurelles, soient supérieurs à mon actif immobilisé net. Alors, ces instruments financiers, quels sont-ils? Si je commence maintenant à vous parler des fonds propres, des capitaux propres, il y a un premier instrument qui paraît naturel, mais qu'il faut rappeler, c'est la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire la capacité pour l'entreprise à s'autofinancer à partir de sa performance économique. Sa performance économique, c'est simple, elle est mesurée par la dernière ligne du compte de résultat, qui est le résultat net, auquel on va rajouter eh bien, les charges qu'on a déduites pour calculer, pour calculer ce résultat net, mais des charges un petit peu fictives qui n'ont pas de corrélation en termes de dépenses. Eh bien, ces charges, principalement, quelles sont-elles? Ce sont les dotations aux amortissements. On constate une charge virtuelle, en fait, mais on ne fait pas un chèque tous les ans pour régler notre dotation aux amortissements. Alors, ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement, ce que j'appelle aussi le cash flow, eh bien, c'est simplement la somme entre le résultat net et la réintégration des charges qui ne sont pas des dépenses, notamment les dotations aux amortissements. Cette capacité d'autofinancement, cette CAF, est extrêmement importante dans le cadre d'un dossier de financement parce qu'elle va être analysée comme l'un des indicateurs principaux par la banque, par l'investisseur, pour savoir quelle est la capacité de génération de l'entreprise de cash flow pour savoir si cette entreprise va être en position d'être solvable dans les mois et les années qui suivent la demande de financement. On va évidemment pouvoir augmenter et consolider nos fonds propres par de l'augmentation de capital. Alors, vous, dans le monde coopératif, vous disposez d'un outil formidable qui est la participation. Et moi, j'ai connu beaucoup de scopes, j'en ai même géré, qui utilisaient une partie de cette participation en conversion de capital, c'est-à-dire qu'on proposait aux coopérateurs de convertir au moment du déblocage leur participation partiellement en part sociale, donc pour consolider le capital de l'entreprise. Nous pouvons, alors là c'est un instrument un petit peu plus marginal, mais qui parfois en temps de crise a son intérêt. Il s'agit de céder des actifs immobilisés qui ont encore une valeur vénale, une valeur de marché, et qui permet évidemment de générer des produits exceptionnels qui vont venir par voie de conséquence consolider nos résultats, donc nos réserves, donc nos fonds propres. Donc là, je vous ai parlé des outils financiers internes finalement qui concourent au financement
par les fonds propres, par le haut du bilan des capitaux propres. Nous avons aussi des instruments de quasi-fonds propres. Et notamment, les SCOP ont accès à un instrument financier qui est très intéressant, qui s'appelle le titre participatif. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez cet instrument. Il y avait eu recours, oui, vous y réfléchissez. Voilà, il faut savoir qu'il est intéressant parce que le titre participatif est un véritable outil de fonds propres, de quasi-fonds propres, dans le sens où c'est un engagement durable, de long terme, sur 7 ans, et arrivé au terme, à maturité donc, de ces 7 ans, de cette période de 7 ans, l'entreprise est seule juge pour savoir si elle va rembourser ou pas les porteurs de titres participatifs ou si elle va au contraire continuer à leur servir un intérêt. C'est pour ça que dans l'analyse financière, les quasi-fonds propres que sont les titres participatifs sont purement et simplement assimilés à des fonds propres. Alors nous trouvons donc ces titres participatifs. On trouve aussi, et c'est communément utilisé, des comptes courants d'associés qui peuvent être bloqués un certain temps. Une durée indicative courante, c'est 3 ans. Et là aussi, le financier va analyser ce blocage de compte courant comme un apport de ressources stables, donc de quasi-fonds propres. À côté de ça, il y a évidemment le financement externe. Ce financement externe, il y a d'abord des obligations. Alors, assez peu utilisées dans le monde des SCOP, sauf les plus grosses, hein, je pense notamment à Scopelec, que je connais bien, où il nous est arrivé d'émettre des emprunts obligataires. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, c'est un emprunt comme un autre, avec une maturité à 5, 7 ou voire 10 ans, et qui permet de servir un intérêt tout au long de la durée en fait, de l'emprunt obligataire, et de le rembourser, y compris in fine, c'est-à-dire que l'emprunt obligataire va pouvoir non pas s'amortir sur sa durée, mais pouvoir être remboursé en une seule fois à la fin. Alors, plus communément utilisé, bien sûr, c'est l'emprunt à moyen et long terme, dans lequel, évidemment, on va parler des emprunts bancaires. Ce sont des emprunts qui vont souvent entre 4, 5 et 7 ans, parmi lesquels on peut trouver aussi des emprunts participatifs, mais qui, malgré leur caractère participatif, seront traités en analyse financière sous l'angle de la dette financière et non pas du fonds propre. Nous allons trouver dans ce compartiment des financements externes, les subventions d'investissement. Alors, je fais juste un petit focus sur les subventions. Bon, vous savez que les institutions publiques, notamment l'État, mais aussi la région, va pouvoir être amené à proposer à l'entreprise des subventions. Deux grands types de subventions. Subventions d'investissement qui rejoignent en fait les outils financiers de capitaux permanents, donc qui viennent dans le financement externe dont on parle, et puis d'autre part les subventions d'exploitation. Alors la grosse différence entre ces deux types de subventions, c'est que la première, les subventions d'investissement, viennent consolider les ressources durables au bilan de l'entreprise, alors que les subventions d'exploitation vont rentrer comme un produit d'exploitation dans le compte de résultat et donc vont venir soutenir plutôt l'activité et l'exploitation de l'entreprise. Et donc ne vont pas transiter par le bilan, contrairement aux premières, mais par le compte de résultat.